Amis de l'histoire, du roman historique, je vous dis bonjour à tous, bienvenue. Alors vous voyez, aujourd'hui c'est Mozart. Voilà, c'est beau hein, quand même. C'est quand même le plus grand, le plus grand musicien que la Terre ait eu. Hein. C'est une splendeur. Mozart, là, c'était le 23e concerto. Et du coup, je vous ai organisé hein, quelques lectures autour de Mozart. Donc, j'ai pris non pas un livre d'histoire cette fois-ci, mais un témoignage, les mémoires de Lorenzo da Ponte, hein, c'est le librettiste de Mozart. Donc ça c'est ce qu'on va lire tout de suite. Ensuite, les prochaines fois, je vous ferai des petites lectures autour d'un charmant roman de Isabelle Duquesnoy, hein, c'est La redoutable veuve Mozart, édité au point, hein, en petit format. Voilà, ça. Hein. Donc, puis je mis un environnement avec l'opéra. Dessus, en plus, il y a Don Giovanni. C'est les livrets des œuvres d'opéra de Mozart. J'ai mis Casanova hein, derrière, là-bas, parce qu'il passe dans la vie de Mozart un petit peu. Et puis voilà. Hein. Donc, on va lire d'abord des petits passages de Lorenzo da Ponte. Renzo. Alors, si on lit à l'arrière, alors préface et notes de Dominique Fernandez, hein, donc c'est intéressant de le lire également, Frédéric Fernandez. Et donc la gloire de Lorenzo da Ponte est d'avoir conçu le texte de 3 chefs-d'œuvre de Mozart, Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte. Lorsque l'abbé da Ponte, obligé de quitter Venise, où il s'était conduit trop mal avec des femmes, arriva à Vienne à l'âge de 32 ans, rien ne l'obligeait à distinguer parmi les musiciens Mozart plus qu'un autre. C'est ce qu'il fit, et à présent les chefs-d'œuvre, les metteurs en scène n'ont qu'une voix pour affirmer que la part de librettiste fut déterminante. Da Ponte a réinventé avec génie pour l'opéra les pièces que Mozart a mises en musique. Quand l'empereur qui protégeait Da Ponte meurt, notre abbé va devoir s'exiler de nouveau. Après 1000 aventures, il se trouvera professeur d'italien à New York. C'est Lamartine qui découvrit dans cette ville les extraordinaires mémoires de Da Ponte. Il les envoya aussitôt à Paris, disant qu'il fallait traduire d'urgence les mémoires les plus originaux et les plus anecdotiques que l'Italie ait jamais offert à la curiosité publique. Voilà, donc j'ai sélectionné page 15, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Vous avez vu, je me suis bien habillé pour Mozart quand même. Hein. Immense musicien, le meilleur d'entre tous. Alors c'est dans la préface hein, de Dominique Fernandez. Alors, pourquoi, lesté de ce lourd bagage académique, Lorenzo da Ponte a réussi à écrire 3 chefs-d'œuvre poétiques? Les trois livrets pour Mozart, car ce sont des chefs-d'œuvre et la postérité a tort de ne pas associer plus étroitement le librettiste et le compositeur dans l'admiration qu'elle porte à Don Giovanni, les Noces di Figaro et Così fan tutte. Comment expliquer que les 3 opéras les plus parfaits de Mozart soient écrits sur les textes de l'abbé vénitien, lequel montra un certain courage et beaucoup de flair en se mettant en service d'un musicien qui ne jouissait pas dans la Vienne de cette époque d'une considération excessive. L'empereur, à qui Da Ponte était allé offrir Figaro, s'étonna du choix du poète. Comment, me dit Joseph, vous savez que Mozart, remarquable pour la musique instrumentale, n'a jamais écrit pour le chant, une seule fois acceptée, et cette exception ne vaut pas grand-chose. Une seule fois. Quand Mozart avait déjà écrit 14 opéras, dont l'Enlèvement au sérail et le Sublime,
et Domone. Mais l'ignorance impériale ne fait que refléter ici celle des contemporains. Aucun doute que Da Ponte n'ait manifesté une intelligence et une intuition bien supérieures à la moyenne en repérant le jeune homme de Salzbourg dans le lot des innombrables compositeurs qui gravitaient autour des théâtres viennois. Mais quand il rédige ses mémoires dans les années 1820, la gloire de Mozart n'est encore nullement évidente. Et les éloges qu'il s'attribue, s'ils font sourire par l'emphase, n'est rien de moins que mérité. Wolfgang Mozart, quoique doué par la nature d'un génie musical supérieur peut-être à tous les compositeurs du monde passé, présent et futur, ce qui est totalement vrai, n'avait jamais pu encore faire éclater son divin génie à Vienne, par suite des cabales et de ses ennemis. Il demeurait obscur et méconnu, semblable à une pierre précieuse qui, enfouie dans les entrailles de la terre, y dérobe le secret de sa splendeur. Je ne puis jamais penser sans jubilation et sans orgueil que ma seule persévérance et mon énergie furent en grande partie la cause à laquelle l'Europe et le monde durent la révélation complète des merveilleuses compositions musicales de cet incomparable génie. L'Europe et le monde, c'est vrai. Quand Vincenzo Garcia écrit à New York en 1825 avec sa troupe où chantait sa toute jeune Maria, la future Malibran, Lorenzo da Ponte, émigré depuis 20 ans aux États-Unis, lui conseilla de représenter Don Giovanni. La première américaine du chef-d'œuvre de Mozart eut lieu en présence du presque octogénaire librettiste. Rencontre avec Casanova. Les deux hommes, Da Ponte et Casanova, avaient fait connaissance à Venise en 1777, chez le patricien et sénateur Pietro Zagari, dont Da Ponte fut un temps le secrétaire. Ils se retrouvèrent à Vienne en 1783 et restèrent en relation épistolaire jusqu'en 1795. Dans ses mémoires, Da Ponte porte un jugement sévère sur son aîné et rival en conquête amoureuse, Casanova. Mais les lettres qu'il lui adresse à Dux affichent plus de déférence. De déférence et d'affection. Il est probable que Casanova, 24 ans plus âgé et jouissant d'une gloire européenne appropriée, chez son émule un mélange de fascination et d'envie. Il lui aura communiqué un peu ou beaucoup de son enthousiasme et de son feu vital, et montrer que, même pour se faire un nom en littérature, mieux vaut s'inspirer des aventures de grand chemin que du silence des cabinets. En 1787, Casanova se trouve à Prague, où il surveille l'impression de son grand roman de fiction Icosameron. Le 19 octobre a lieu dans la capitale de la Bohême la première mondiale de Don Giovanni. D'où la question que tous les historiens et les musicologues se posent. Casanova a-t-il rencontré une nouvelle fois Da Ponte pendant que celui-ci mettait la dernière main à son livret? Aurait-il donné des conseils, soufflé des suggestions, pris lui-même la plume pour modifier ou ajouter des vers? On a retrouvé dans les papiers autographes de Casanova des feuillets portant des variantes non utilisées par Mozart, de la scène 10 du second acte, celle où Leporello, démasqué sous les habits de son maître, implore la grâce de ses poursuivants. Ce document ne prouve pas que le retraité de Dux ait collaboré au livret de Da Ponte, mais sans doute que les deux hommes ont discuté ensemble de l'ouvrage, le premier apportant au second le témoignage inappréciable de son expérience de séducteur. Les deux étaient des séducteurs, donc on se demande lequel des deux a inspiré sur Don Juan. Don Juan qui n'était pas une première, ça date de fort longtemps, le thème de Don Juan. Mais il a son sommet dans Don Giovanni de Mozart. Il y avait bien sûr le Don Juan de Molière. Voilà. Donc là, on était... Donc c'est page 29 maintenant, formation. Page 29.
Donc là, c'est le témoignage direct de Da Ponte, on n'est plus dans la préface. 10 ans après la mort de ma mère, mon père convola en seconde noces et me donna pour marâtre une jeune fille qui n'avait pas 17 ans. Il en avait plus de 40. Stimulé par le désir de cultiver mon esprit et entrevoyant surtout les conséquences d'un mariage aussi disproportionné, je compris qu'il me fallait chercher ailleurs des ressources que je ne pouvais plus espérer rencontrer dans la maison paternelle. À cette époque, Monseigneur Lorenzo da Ponte était évêque de Ceneda. C'était un homme d'une haute piété et d'une grande tolérance et doué des plus rares vertus chrétiennes. Il avait en outre une profonde affection pour toute ma famille. Je me présentai résolument à lui et le priai de me placer, ainsi qu'un de mes frères, dans le séminaire qu'il dirigeait. Ma démarche plut à ce vénérable prélat, et il vit de notre part un vif désir d'instruction joint à d'excellentes dispositions. Il acquiesça avec joie à ce désir et s'engagea même avec une rare bonté à pourvoir entièrement aux dépenses assez fortes de notre entretien. Voilà, donc à l'origine il ne s'appelait pas Da Ponte, hein, il était d'une famille d'origine juive, et donc là il va devenir prêtre. grâce à un évêque, quoi. Les projets que nous fîmes dans nos études répondirent aux espérances de notre bienfaiteur. Au moins de 2 ans, et nous écrivions avec élégance le latin enseigné avec un soin particulier dans ce docte séminaire, comme indispensable aux élèves destinés au sacerdoce. Quant aux langues modernes, elles n'étaient considérées que comme accessoires. Mon père, se méprenant sur ma vocation et se laissant guider plus par les circonstances que par son devoir de père, me destinait à l'Église. Et je fus donc élevé pour devenir prêtre, quoique entraîné par goût et par nature à des études tout opposées, de telle sorte qu'à 18 ans, capable de composer en une demi-journée un sermon ou plus de 50 vers en élégante latinité, je me trouvais hors d'état d'écrire une lettre de quelques lignes dans ma propre langue. Celui qui, le premier, fut frappé par ce vice d'éducation et qui s'appliqua à le corriger fut l'abbé Cagliari, jeune prêtre à l'imagination ardente et poétique, récemment sorti du collège de Padoue, où la lecture de Dante et de Pétrarque était aussi familière que celle d'Horace et de Virgile. Il commença d'abord à lire, à expliquer, puis à faire goûter à un grand nombre d'élèves qui composaient sa classe la prose, aussi bien que les vers de nos poètes nationaux. Parmi les jeunes gens les plus assidus à ces leçons, les 2 plus remarquables étaient Girolamo Perruccini et Michelo Colombo. Je dois à l'émulation qu'ils exercèrent en moi, non plus qu'à toute autre cause, la rapidité de mes progrès en poésie. Je crois ici devoir citer un fait qui, tout péril qui puisse paraître, donnerait une idée de ce que peuvent exercer de puissance sur une jeune imagination de bons exemples, la crainte d'un blâme et le désir de s'élever. Voilà, donc ensuite, page 36, Venise. Page 36. Mon élévation à cette chaire me valut l'animosité de 2 ou 3 professeurs du séminaire qui devinrent mes persécuteurs acharnés. Il avait un certain syndrome de la persécution, Da Ponte, à la lecture par la suite. Oui, qu'il est un petit peu paranoïaque quand même. Selon eux, n'ayant approfondi ni la physique ni les mathématiques, mon éducation était tronquée, et je n'étais qu'un bavard superficiel, un méchant versificateur. Pour répondre à ces calomnies, je composais divers morceaux de poésie italienne et latine pour différents sujets, entre autres une dithyrambe en l'honneur des parfums, et je fis en sorte qu'ils fussent
lu en public à la fin de l'année par les élèves de ma classe. Ils obtinrent l'approbation générale. Quelle humiliation pour mes ennemis, les méchants, pour les paranoïaques, de me voir l'objet de l'enthousiasme du corps entier des étudiants, des savants les plus éminents de la ville et de l'évêque lui-même. Leur haine ne connut plus de bornes. Enfin, après 2 ans de lutte, de patience et d'abnégation, je trouvais la tâche trop au-dessus de mes forces, et je donnai ma démission. Ce fut alors que, flottant entre 1000 projets divers, ma mauvaise étoile me poussa vers Venise. Dans l'effervescence de l'âge et des passions douées d'un physique agréable, entraîné par la fascination de l'exemple, je m'abandonnais à toutes les séductions du plaisir et je négligeais entièrement la littérature et l'étude. J'avais conçu une passion violente pour une des plus belles, mais aussi des plus capricieuses sirènes de cette capitale. Tous mes instants étaient absorbés dans la folie, la frivolité coutumière de l'amour et de la jalousie, dans les fêtes et les débauches. Il a plein dans Venise, quoi. Hein. À part quelques heures dérobées au sommeil et consacrées à la lecture, je ne sache pas, pendant les 3 années qu'a duré cette liaison, avoir ajouté quelque chose à ce que je savais déjà. Une seule fois, la Providence sembla me prendre en pitié et me présenter une occasion unique d'échapper au péril. En dépit des jalousies et des caprices de la femme avec laquelle j'étais lié, j'avais par bonheur contracté l'habitude de terminer mes soirées au café des littérateurs au lieu de réunion de tous les hommes lettrés de Venise. Y trouvant une soirée de carnaval à demi masquée, je vis entrer un gondolier qui, après avoir promené ses regards autour de lui, avec un air de mystère, me fit signe de sortir et de le suivre. Il m'entraîna vers le bord d'un canal voisin et me fit entrer dans une barque stationnée en face du café. Ne doutant point qu'il ne me fût envoyé par ma maîtresse, qui souvent venait à ma rencontre à cette même place, je m'assis en silence auprès de la femme qui s'y trouvait. La nuit était sombre, et lorsque la portière de la gondole fut retombée, les ténèbres devinrent complètes. Aux premières paroles échangées, ne reconnaissant point une voix amie, je fus convaincu que notre position plus qu'équivoque était le résultat d'une méprise. Mais ne voulant point terminer là une aventure dont le début piquait ma curiosité, j'avais saisi une main que je portais à mes lèvres selon l'usage italien. Cette main était mignonne, plus replète que celle de mon ami, et je sentis qu'on s'efforçait de la retirer. Je la retins doucement en donnant l'assurance la plus affectueuse de ma soumission. Ma belle inconnue n'en continua pas moins à me prier. Ma belle inconnue n'en continua pas moins à me prier de m'éloigner. Je promis ce qu'elle voulut, reconnaissant à la pureté de son accent toscan qu'elle n'était pas vénitienne. J'employai toute mon éloquence pour qu'elle me permît au moins de la reconduire jusqu'à sa demeure. Elle refusa obstinément et je dus me résigner sans insister davantage. La seule faveur que j'obtins fut qu'elle daigne accepter des glaces que j'envoyais chercher par notre gondolier. Voilà, donc c'est la romance vénitienne. Alors ensuite, page 84, tribunal des blasphèmes. Page 84. Voici, Vénitiens, disais-je dans ce sonnet, la véritable cause qui me fait abandonner ma patrie. La vérité excite la colère des sots. Ces mots furent prophétiques. Mon sonnet, écrit en dialecte vénitien, circula. Il fut lu avec avidité par toutes les classes, et la colère de ceux qui l'attaquaient ne connut plus de bornes. Les femmes, qui faisaient cause commune avec Pisani et moi, en dépit de leur mari, l'apprirent par cœur et la récitaient au milieu des éclats de rire, en appuyant sur les traits les plus acérés. La piqûre n'en était que plus envenimée. On pensa alors à battre la selle
puisqu'on osait battre le cheval. On chercha et l'on trouva des accusations et des accusateurs. Un scélérat qui fréquentait une maison où je me rendais souvent s'offrit à porter ses accusations au tribunal des blasphèmes. Il me dénonça comme ayant mangé du jambon un vendredi. Il en avait mangé avec moi comme ayant manqué la messe plusieurs dimanches. Il n'y avait jamais assisté de sa vie. En réalité, ce ne fut pas le jambon à la cause de son exil, mais son inconduite. Chassé de chez Zaguri, d'Aponte à la loger chez un certain Bellodi dont il séduit la femme. Cette affaire, après celle de l'accouchée de Saint-Barthélemy, incita un dénonciateur anonyme à déposer le 28 mai 1779 dans la gueule du lion de Saint-Marc, selon l'usage, un billet d'accusation pour serment sacrilège et adultère. Donc il change un peu la réalité. Je fus informé de cette délation par le président lui-même de ce tribunal qui avait la bonté de me porter quelque intérêt et qui fut le premier à me conseiller de quitter à l'instant Venise. Si ces accusations ne leur suffisent pas, ils en inventeront d'autres, me dit-il. Il leur faut un coupable. Ils le trouveront. Cette fois encore, mes amis, plus convaincus que jamais de ma liberté, que ma liberté et ma vie étaient en péril, me tinrent le même langage. Giovanni de Lecce, dont mon frère était le secrétaire, et l'ami m'offrit une retraite dans une de ces villas où il me promettait un asile sûr jusqu'à ce que l'orage fût conjuré. Mais ne trouvant plus dans mon cœur aucun amour pour une patrie aussi injuste envers Pisani et moi, la jugeant aussi aveugle que ses propres intérêts, que près d'une décadence imminente, j'allais trouver mes 3 protecteurs et quelques-unes des personnes les plus bienveillantes pour moi. Tout approuvèrent ma résolution d'abandonner Venise et ses habitants, et je m'acheminais vers Goritz. Voilà. Alors, Goritz, justement, page 87. Page 87. Goritz. Goritz est une ancienne et charmante petite ville du Frioul allemand, située sur les bords de l'Isonzo, à peu près à 12 000 du Frioul vénitien. J'y fis mon entrée le 1er septembre 1777. Faux! D'Aponte arriva à Goritz au mois de mai 1779. Lui-même nous l'apprend à son insu en mentionnant la paix de Teschen qui fut signée le 13 mai de cette année. Ce n'est pas la seule fois qu'on surprend d'Aponte en flagrant délit de fausse chronologie. Erreur de mémoire. Ici l'abbé, qui n'ignorait rien des poursuites dont il avait été l'objet à Venise en 1979, avait intérêt à antidater son arrivée à Goritz pour effacer en quelque sorte son crime. N'ayant pas encore atteint ma 29e année, ni connaissant personne et n'étant porteur d'aucune lettre de recommandation, je me dirigeais vers la première hôtellerie venue, portant moi-même mon bagage qui consistait en un habit, un peu de linge, un Horace que j'ai conservé pendant plus de 30 ans, que j'ai perdu à Londres et retrouvé à Philadelphie, un Dante annoté par moi et un vieux Pétrarque. Le luxe de mon équipage n'était pas fait pour imposer à mon hôtesse. Cependant, à peine entrée, elle vint au-devant de moi avec un regard de fine coquetterie qui me promettait plus encore que l'avenir. Elle m'introduisit dans une bonne chambre. Cette femme était jeune, belle, fraîche, et d'une humeur enjouée. Elle était vêtue à l'allemande, avec une petite coiffe à tresses d'or sur la tête. Plusieurs tours de fines chaînes de Venise s'enroulaient autour de son cou, rond et blanc comme l'albâtre, et s'étageaient en cercle sur son beau sein, qu'il voilait à demi. Un petit justo-corps serrait sa taille souple et gracieuse. Un bas de soie recouvrait sa jambe fine, et ses admirables petits pieds de fée étaient chaussés de souliers roses.
6 heures n'avaient pas encore sonné, comme je n'avais pris dans toute la journée qu'un seul verre de vin et un peu de pain, je la priai de me servir à souper. Pour mon malheur, elle ne parlait qu'allemand ou patois, et je n'en comprenais pas un mot. Il en était de même d'elle vis-à-vis de moi. J'essayais de traduire ma pensée par des signes, mais elle leur donnait à tous un sens amoureux. J'avais pourtant un appétit qui m'aurait fait dévorer des pierres. Pendant que je m'efforçais de lui faire comprendre que j'avais besoin de manger avant tout, je vis passer devant ma porte une servante portant un magnifique rôti de volaille destiné à d'autres voyageurs. Je me jetai dessus avec la souplesse d'un chat. Je m'en emparai, j'en dépeçai un quartier qui fut englouti en un clin d'œil, et qui me parut si bon que j'en aurais volontiers broyé les os. Mon hôtesse comprit alors ce dont j'avais besoin et me fit apporter un soupi exquis, que sa présence me contribua à me faire trouver plus délicieux encore. Ne pouvant échanger des paroles, nous y suppléâmes par des gestes et des œillades. Lorsqu'on servit les fruits, elle tira de sa poche un petit couteau à lame d'argent, enleva la peau d'une poire dont elle mangea la moitié, et m'offrit l'autre. Puis elle me donnait un couteau, et j'échangeai avec elle la même galanterie. Elle but d'un verre de vin avec moi, en m'enseignant à dire Gesenstein. Et élevant son verre, je compris qu'elle m'invitait à boire à sa santé et qu'elle buvait à la mienne. J'avais mal prononcé ce mot. Elle me le fit répéter 2 ou 3 fois, toujours emplissant et vidant mon verre. Je ne saurais dire si Bacchus, en toute autre divinité, commença à faire circuler du feu dans ses veines. Au bout de 2 heures d'un semblable jeu, une teinte vive colorait ses joues et ses yeux brillaient outre mesure. Sa beauté était idéale. Elle se soulevait de sa chaise, s'agitait, me lançait des regards, soupirait et s'asseyait de nouveau. La scène se passait en présence de 2 jeunes servantes aussi jolies, aidées et vêtues à peu près comme elles, qui nous avaient servi pendant le repas et avaient assisté à nos pantomimes. Voilà. C'est lui, en quelque sorte, un Don Juan, lui aussi. Hein. Voilà, donc, page 114, Salieri, hein, qu'on voit dans Amadeus, le célèbre film, qui n'a peut-être pas eu le rôle qu'on lui fait porter, mais c'est un personnage très intéressant aussi. Alors, page 114, Salieri. J'avais trouvé Salieri à qui j'avais présenté en arrivant la lettre de Mazzola. Il ne se contenta pas de flatter mon espoir, il s'offrit à s'employer pour moi auprès de l'intendant général des théâtres, et s'il le fallait, auprès du souverain lui-même, qui l'honorait d'une faveur toute particulière. Il manœuvra si bien que la première fois que j'eus l'honneur d'être présenté à l'empereur, ce ne fut point pour lui faire ma demande, mais pour prendre des actions de grâce. La Panthée ne fut pas nommé poète de la cour, mais seulement poète des théâtres impériaux. Je n'avais encore jamais adressé la parole à un monarque, bien que l'éloge de Joseph II fût sans doute dans toutes les bouches, et que partout il fut cité comme le prince le plus humain et le plus affable. La pensée que j'allais être appelé à paraître devant lui m'inspirait d'un sentiment insurmontable de timidité. Mais l'air de bonté empreint de sa noble figure, son organe doux et suave, la simplicité de ses manières, le peu de faste qui l'entourait, me permirent d'oublier que j'étais en présence d'une tête couronnée. J'avais entendu dire que, très souvent, il jugeait les hommes d'après leur physionomie. Il me sembla que son examen ne m'était point favorable. J'en jugeais par la grâce de son accueil. Il daigna me questionner sur mes affaires particulières, mon pays, mes études et les motifs qui m'avaient amené à Vienne, non pas Venise. Je répondis à tout le plus brièvement possible, et mes réponses, quoique laconiques, parurent le satisfaire. Comme dernière question, il me demanda combien j'avais composé de drames. Aucun, sire,
répondis-je. Bien, bien, répliqua-t-il en souriant. Nous aurons une muse vierge. Mon cœur débordait de joie, de reconnaissance et d'admiration pour son auguste personne. Ce moment fut sans contredit, sans contredit un des plus doux de ma vie, et je ne saurais l'oublier. Mon bonheur fut un comble lorsque Salieri vint me dire que j'avais été assez heureux pour lui plaire. Cette idée m'a soutenu pendant ma courte carrière théâtrale à Vienne, et m'a été d'un plus grand secours qu'Aristote et tous les préceptes qu'à la vérité j'ai peu lus et encore moins étudiés. Elle a guidé mes inspirations dans la composition des nombreux ouvrages que j'ai fait représenter sur le théâtre impérial. C'est elle encore qui m'a fait sortir victorieux de la lutte que j'ai eu à soutenir contre une meute acharnée de zohil, de pédants, de marjolais, de péotrastres, tourtes envieuses, véritable plaie de la littérature, dans laquelle j'ai le regret d'avoir vu figurer un homme célèbre qui me fit honneur de me porter envie de chercher à m'enlever mon poste. Voilà, c'est son côté paranoïaque. Alors, page 130 pour aujourd'hui, Mozart. Alors, Mozart, page 130. Mon succès, et plus encore la faveur marquée que me témoignait Joseph II, stimula ma verve poétique. Je me sentis non seulement capable d'affronter mes détracteurs, mais encore de mépriser les efforts, et j'eus la satisfaction de voir bientôt les compositeurs de musique rechercher mes libretti. Il n'existait pas à Vienne plus de 2 maestri, à mon avis, véritablement dignes de ce nom. Martini, pour le moment favori de Joseph II, et Wolfgang Mozart, que j'eus à cette époque l'occasion de rencontrer, chez le baron de Wetzlar. À la fin de 1782, le baron Wetzlar, riche juif converti, offrit quelques pièces de sa demeure à Mozart et à sa femme. 3 mois plus tard, le couple s'installa sur la Judenplatz. Le baron paya le déménagement et ne voulut jamais accepter aucun règlement pour le séjour des Mozart sur son toit. C'est chez lui que le compositeur rencontra Da Ponte. Alors, Wetzlar, son grand admirateur et ami. Wolfgang Mozart, quoique doué par la nature d'un génie musical supérieur peut-être à tous les compositeurs du monde passé, présent et futur, n'avait jamais pu encore faire éclater son divin génie à Vienne par suite des cabales de ses ennemis. Il y demeurait obscur et méconnu, semblable à une pierre précieuse qui, enfouie dans les entrailles de la terre, y dérobe le secret de sa splendeur. Je ne puis jamais penser sans jubilation et sans orgueil que ma seule persévérance et mon énergie furent en grande partie la cause à laquelle l'Europe et le monde durent la révélation complète des merveilleuses compositions musicales de cet incomparable génie. L'injustice, l'envie de mes rivaux, les journalistes et les biographes de Mozart ne consentirent jamais à accorder une telle gloire à un Italien comme moi. Mais toute la ville de Vienne, tous ceux qui ont connu Mozart, et moi en Allemagne, en Bohême et en Saxe, toute sa famille, et surtout le baron de Wetzlar lui-même, son admirateur enthousiaste, dans la maison duquel naquit la première étincelle de cette divine flamme, me sont témoins de la vérité de ce que je dis ici. Et vous, monsieur de Wetzlar, vous, monsieur le baron, qui venez de me donner les preuves récentes de votre fidèle et gracieux souvenir, vous qui avez tant aimé et tant apprécié cet homme vraiment céleste, et qui avez une si juste part dans sa gloire, dans cette gloire devenue plus grande et plus sacrée dans l'envie qu'il a consacrée et par notre siècle qu'il a ratifié unanimement après sa mort, rendez-moi le témoignage que je revendique aujourd'hui de vous pour la postérité. Après le succès du bourru bienfaisant,
je me rendis chez Mozart, à qui je racontais ce qui s'était passé entre Castille, Rosenberg et l'empereur. Je lui demandai s'il lui convenait de mettre en musique un opéra composé tout exprès pour lui. Le livret, quoi. Ce serait avec infiniment de plaisir, me répondit-il, mais je doute d'en obtenir la permission. Je me charge de lever toute difficulté. Je compris facilement que l'immensité du génie de Mozart exigeait un sujet de drame vaste, multiforme, sublime. Causant un jour avec lui, il me demanda si je pouvais mettre en opéra la comédie de Beaumarchais intitulée Les Noces de Figaro. Mais il fallait surmonter une grosse difficulté. Peu auparavant, cette pièce avait été interdite au théâtre allemand par ordre de l'empereur sous prétexte qu'elle était trop légère pour un auditoire distingué. Or, comment la proposer de nouveau? Le baron Wetzlar m'offrait, avec sa générosité ordinaire, un prix raisonnable de mon poème. Il m'assurait qu'il se chargerait, s'il était refusé à Vienne, de le faire représenter à Londres ou en France. Je n'acceptai point cette offre et je me mis à l'œuvre en secret, attendant le moment opportun pour le proposer soit à l'intendance, soit à l'empereur lui-même, si j'en avais le courage. Martini seul fut mis dans la confidence et il fut aussi assez généreux par déférence pour Mozart pour me laisser le temps d'achever ma pièce avant de m'occuper de lui. Au fur et à mesure que j'écrivais les paroles, Mozart composait la musique. En 6 semaines, tout était terminé. La bonne étoile de Mozart voulut que les partitions manquassent au théâtre. Je saisis l'occasion pour aller voir l'empereur sans en parler à personne et lui offris les Noces de Figaro. Comment, me dit Joseph, vous savez que Mozart, remarquable pour la musique instrumentale, n'a jamais écrit pour le chant. Une seule fois accepté, et cette exception ne vaut pas grand-chose. Moi-même, répliquai-je timidement, sans la bonté de l'empereur, je n'ai jamais écrit qu'un drame à Vienne. C'est vrai, mais cette pièce de Figaro, je l'ai interdite à la troupe allemande. Je le sais, mais ayant transformé cette comédie en opéra, j'en ai retranché des scènes entières. J'en ai abrégé d'autres. Je me suis appliqué surtout à faire disparaître tout ce qui pouvait choquer les convenances et le bon goût en un mot. J'en ai fait une œuvre digne d'un théâtre que Sa Majesté honore de sa protection. Quant à la musique, autant que je puis en juger, elle me semble un chef-d'œuvre. Bien que je me fie à votre goût pour la musique et à votre prudence, remettez la partition au copiste. Voilà, donc ça nous donne un aperçu de ce que vous pouvez penser à l'époque la société viennoise et notamment l'empereur. Voilà, donc je vous rappelle que tout ça est dans un joli petit livre édité au Mercure de France, les mémoires de Lorenzo da Ponte, librettiste de Mozart. Voilà. Donc la prochaine fois, on lira d'autres passages, et puis on aboutira enfin au charmant livre d'Isabelle Duquesnoy, La redoutable veuve Mozart. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et je vous dis à la semaine prochaine.